Un nouvel épisode de Super Humain, la série spéciale Une grande vie où je vous donne des stratégies pratiques pour rendre votre système immunitaire à toute épreuve. Dans cet épisode, nous allons parler de la phase d'exposition potentielle de notre programme Super Humain. Dans cet épisode, nous allons parler de la phase d'exposition potentielle de notre programme Super Humain. Si vous me rejoignez pour la première fois, je vous conseille de voir les deux épisodes précédents. De quoi s'agit-il? Eh bien, le programme Super Humain, c'est un programme qui a pour but d'optimaliser les fonctions de votre système immunitaire et qui est un programme phasique, c'est-à-dire que ce ne sont pas des recommandations générales de booster votre système immunitaire, mais des recommandations très pratiques en fonction de différentes phases dans lesquelles vous pouvez trouver une phase de prévention, une phase où vous avez été dans un contexte d'exposition potentielle, une phase où si vous développez l'infection, une phase d'emballement immunitaire et une phase de récupération. Et donc, pour chacune de ces phases, nous avons différentes mesures ici que l'on peut prendre en compte. Aujourd'hui, nous allons parler de l'exposition potentielle. Donc, si vous avez été dans une situation à risque, eh bien, une des stratégies que vous pouvez utiliser, ce sont ces irrigations nasales par povidone iodée. Si vous n'avez pas vu l'épisode numéro 15, je vous y réfère. Je vous explique comment faire de cette povidone iodée à partir de bétadine. Et puis ensuite, on aura des recommandations pour le style de vie. Et puis ensuite, des éléments que l'on peut mettre en place beaucoup plus spécifiques pour venir soutenir différentes fonctions de notre système immunitaire. Alors, comment déterminer cette phase d'exposition? Eh bien, c'est une espèce d'algorithme qui a été publié dans la littérature scientifique en gardant à l'esprit que c'était publié dans les premières phases de la pandémie COVID et donc avec des recommandations basées aussi sur le port du masque, alors que vous l'aurez vu, si vous avez vu l'épisode 15, je vous montre exactement comment en fait le masque ne sert pas à grand-chose et a même des effets néfastes. Donc, on pourrait vraiment mettre en parenthèse ces deux éléments-là. Mais voilà, à l'époque, j'ai décidé de publier dans le livre, puisqu'on n'avait pas tout ce recul, bien que les études précédentes avaient montré que le masque ne servait pas à grand-chose, on n'avait pas des études conclusives en tout cas. Et donc, j'avais reproduit tel quel ces recommandations. Et donc, l'idée, c'est que vous allez vous trouver dans des situations de taux d'occupation bas. Ce sont essentiellement lorsque vous êtes dans un espace avec d'autres personnes, mais où il y a suffisamment d'espace pour maintenir les distances qu'on appelle de sécurité, hein, les 2 mètres environ, en sachant que maintenant, voilà, ça s'est révélé que c'était sorti essentiellement d'un chapeau, cette notion de 2 mètres. Il n'y a aucune étude qui montre qu'il y avait quoi que ce soit de science derrière tout cela. Mais prenez-le voilà, dans un espace où finalement, il n'y a pas énormément de monde. Versus un taux d'occupation élevé où vous allez vous trouver avec des personnes où vous êtes dans un endroit beaucoup plus confiné, par exemple dans un bar, dans une discothèque, dans une grande réunion de famille ou dans une manifestation. Et puis, on va se retrouver avec la possibilité d'un extérieur qui est ventilé, c'est-à-dire que voilà, vous êtes en extérieur, peut-être même avec une petite brise, une situation d'intérieur, mais où il y aura une ventilation, vous avez ouvert les fenêtres, par exemple, ou alors un intérieur qui est non ventilé. Et en fonction du temps que vous allez passer, 15 minutes ou moins de 15 minutes, plus de 15 minutes, dans un environnement qui peut être silencieux, c'est-à-dire que personne ne parle, bien évidemment, vous êtes moins à risque puisqu'il y a moins d'émissions de gouttelettes si les gens parlent, ou alors si vous êtes dans une situation où les gens crient, chantent, tous éternuent, vous êtes tout de suite beaucoup plus à risque. Et donc, vous allez voir que voilà, en fonction de la configuration dans laquelle vous vous trouvez, vous avez un risque qui est plutôt faible en blanc, moyen en gris et élevé en gris foncé. Et nos recommandations dans le programme vont être adaptées en fait à cette situation. Donc, je vous invite à mettre la vidéo en pause et prendre une capture d'écran ou une photo de ce diagramme ici. Donc, que peut-on faire dans les mesures de protection? Si vous êtes à un niveau léger, rien de particulier à faire. Si vous êtes en cas d'exposition à des risques moyens et élevés selon la grille algorithmique que je t'ai présentée avant, eh bien, je vous invite à utiliser ce nettoyage à la povidone iodée 0,5 dans le nez et en bouche 3 fois par jour. Okay. Pour le protocole, je vous invite à soit voir mon livre, soit à retourner à l'épisode 15 où je le décris en plus de détails. Ensuite, dans les fondamentaux de cette phase d'exposition, pour tous les risques faibles, moyens, élevés, les basiques, sommeil 7h30 à 9h. Pour la phase de prévention, je parlais de 8 heures de sommeil. Ici, un petit peu plus pour vraiment vous reposer, réduire votre stress. Vous pouvez prendre des nutriments anti-stress, par exemple comme la vitamine C, qui à la fois calme votre réponse au stress et stimule votre système immunitaire. Activité physique adaptée avec de l'entraînement musculaire respiratoire, une alimentation
maintenir un lien social constructif, éviter les personnes toxiques et les traitements manuels qui peuvent vous aider. Donc, de nouveau, dans les fondamentaux, si vous avez été potentiellement exposé, ce qu'on va faire, c'est que vous pouvez continuer une activité physique aérobie tranquille, modérée. Même chose pour les exercices de résistance. Par contre, on va éviter les exercices par intervalle qui ont tendance à stresser l'organisme quand même et créer un petit peu plus d'inflammation. Vous pouvez continuer tout ce qui est tai chi, qigong, yoga, etc. Et puis cet entraînement musculaire respiratoire. Vous pouvez utiliser ces embouts d'entraînement où vous pouvez réguler le flux de l'air et créer plus ou moins de résistance et ça force votre respiration. Une des choses que vous pouvez faire aussi, c'est une de ces bandes élastiques, la mettre autour de votre poitrine pour forcer une résistance à la respiration. Okay. En matière d'alimentation, un petit peu les mêmes principes qu'à la phase précédente, la phase de prévention. Si vous avez une bonne santé générale et que votre CRP, un marqueur inflammatoire, est inférieur à 1, suivez une alimentation de type méditerranéenne. Si vous avez des facteurs de risque, des comorbidités, de l'obésité ou une CRP supérieure à 1, mettez en place une alimentation anti-inflammatoire. Si vous présentez un surpoids ou une obésité, essayez de faire le maximum pour perdre du poids si vous le pouvez. Ensuite, dans les fondamentaux, si vous avez été exposé à des risques faibles, on a les recommandations suivantes. De la vitamine D, maintenez des taux sanguins entre 55 et 80 nanogrammes par millilitre si vous avez l'occasion d'avoir un dosage sanguin. Si vous n'avez pas l'occasion de faire un dosage, eh bien 2000 unités par jour pour les adultes, 3000 unités internationales par jour si vous avez la peau noire ou vous souffrez d'obésité. Vitamine A, 5000 unités internationales par jour. Vitamine C, 1000 mg par jour en plusieurs prises. Du 5 à 30 mg. Du sélénium à 200 microgrammes par jour. Du magnésium, 200 à 300 mg par jour. Et puis de l'huile de poisson. Si vous êtes en bonne santé et que votre CRP est inférieur à 1, vous pouvez aller sur 1,5 g de EPA-DHA. Si votre CRP est supérieur à 1, vous avez de l'obésité ou des comorbidités, montez jusqu'à 3 grammes environ. Si vous avez été dans une situation à risque moyen, eh bien, même principe, soit vous maintenez vos taux entre 55 et 80. Si vous n'avez pas l'occasion d'avoir ce dosage, vous prenez une dose un petit peu plus élevée, 3000 unités internationales par jour de vitamine D ou 4000 pour les personnes qui ont la peau noire. Vous augmentez aussi votre vitamine A à 10 000 unités internationales par jour, vitamine C à 1500, le zinc, le sélénium, le magnésium et l'huile de poisson. On reste dans les mêmes recommandations. Si vous avez été dans une situation à risque élevé, eh bien, que vous n'avez pas cette notion de maintenir ce dosage sanguin, 4000 unités par jour sur une dizaine de jours. Et puis, si vous avez la peau noire, 5000. Vitamine A, on monte à 15 000 unités par jour. La vitamine C, 2000 mg par jour, 2 grammes. Le zinc, 50 mg et le sélénium, l'huile de poisson et le magnésium, on reste dans les mêmes dosages que précédemment. Pour optimaliser le zinc, ce que vous pouvez faire, au lieu de prendre en pastilles que vous avalez, vous pouvez prendre des pastilles à sucer, ces petits losanges par exemple, et vous le laissez dissoudre dans la bouche. Et puis vous pouvez le consommer toutes les 2 à 4 heures, même au-delà de la dose qui est recommandée ici, mais ne dépassez pas les 200 mg par jour et ne faites pas cela sur plus de 7 jours. Okay? Mais ça, le fait d'avoir ces pastilles à sucer en laissant bien dissoudre dans la bouche, ça a des vertus supplémentaires de protection. Ensuite, si on veut soutenir ici les capacités antivirales de notre système, si vous êtes en bonne santé, pas de supplémentation particulière pour les situations de risque faible. Si vous avez des facteurs de risque, que vous êtes obèse, de la quercétine, 250 mg 2 fois par jour. Si vous souffrez d'hypothyroïdie, faites monitorer votre TSH. Si vous dormez mal, 3 mg par seconde de mélatonine. Si vous êtes stressé, 200 à 300 mg de magnésium. Si vous êtes dans des situations de risque moyen, vous pouvez, si vous êtes en bonne santé, supplémenter avec du sureau, 500 mg par jour. Si vous êtes en facteur de risque ou d'obésité, vous pouvez supplémenter avec de la quercétine, du sureau, de la lutéonine et de la PEA. Et même recommandation si vous dormez mal. Idéalement, ici, vous pouvez choisir, hein, vous pouvez prendre les 4, mais si vous en prenez déjà au moins 2 sur les 4, ça peut être très intéressant. Et puis, si vous êtes dans une situation de risque élevé, si vous êtes en bonne santé générale, on va aller 700 à 1000 mg de sureau pour les personnes qui ont des facteurs de risque ou qui sont obèses. On va monter les doses de quercétine. Moi, c'est vraiment un de mes favoris, 250 mg 3 fois par jour. Vous avez les recommandations ici pour les autres suppléments. En matière de stimulation des cellules naturelles killer, si vous avez été dans une situation d'exposition à risque moyen ou élevé, si vous êtes en bonne santé générale, je vous recommande de consommer un peu plus d'ail,
de mettre du curcuma dans votre alimentation et boire 2 tasses de thé vert par jour. Et puis, vous pouvez consommer aussi 250 grammes de myrtille par jour pendant 6 jours. Les études qui montrent que ça booste la fonction de ces natural killers. Si vous êtes une personne qui fait partie, qui a des facteurs de risque ou qui est obèse, alors vous appliquez les mêmes recommandations qu'ici, plus vous choisissez l'un des 3 produits suivants, soit de l'astragale, soit de l'endographis, soit du champignon reishi, Ganoderma lucidum. Mettez la vidéo en pause si vous voulez prendre une photo ici, une capture d'écran des dosages. Pour soutenir la réponse TH1, si vous êtes en bonne santé générale, pas de recommandation particulière si on était dans une situation à risque faible, 500 mg d'équinacée par jour si vous êtes avec des facteurs de risque ou obèse ou vous avez un système immunitaire affaibli. Pour ce qui est des situations à risque moyen ou élevé, même en bonne santé générale, supplémentez en équinacée 500 mg par jour. Si vous avez des facteurs de risque, équinacée 500 mg 2 fois par jour. En matière d'exposition pour tout ce qui est anti-inflammatoire. Donc, si vous avez été exposé à des niveaux de risque faibles, pas de recommandation générale si vous êtes en bonne santé et que vous n'avez pas de micro-inflammation, supplémentez avec du curcuma, 500 mg par jour, 1 à 2 fois par jour, si vous avez des facteurs de risque ou que votre CRP ultrasensible est supérieur à 1. Si vous avez été dans des situations de risque moyen, même en bonne santé, on recommande 500 mg de curcuma par jour. Si vous avez des facteurs de risque, 500 mg 2 fois par jour. Et puis, pour ce qui est du soutien par des oxydants, si vous étiez dans une zone ou un contexte d'exposition à risque faible, pas de recommandation particulière. Si vous avez des facteurs de risque ou vous êtes obèse, de la N-acétylcystéine, 600 mg 2 fois par jour. En cas de situation de risque moyen ou élevé, pour la population en bonne santé générale, on a les mêmes recommandations que les personnes à risque dans la situation précédente, c'est-à-dire 600 mg 2 fois par jour. Et puis, si vous avez des facteurs de risque, 900 mg 2 fois par jour. Donc, voilà pour résumer ce que vous pouvez mettre en place si vous avez été exposé en fonction de la probabilité de risque léger, moyen ou élevé par rapport à la situation ou dans le contexte dans lequel vous vous trouviez. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser. Nous, on se retrouve dans 15 jours pour un épisode de Super Humain, dans une semaine pour un autre épisode d'une grande vie. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, émerveillez-vous et contribuez chaque jour un petit peu plus.